Bonjour à tous, bienvenue dans cette table ronde de l'association Futurible, dans laquelle nous avons le plaisir d'accueillir Kako Nukupuko, qui est commissaire chargé du département de l'agriculture, des ressources en eau et de l'environnement de l'UNOA. Il va se présenter lui-même un petit peu plus longuement tout à l'heure. Je laisserai Thierry Hommel, qui dirige les réflexions prospectives de l'association Futurible, animer cette table ronde. Je vous donne juste quelques consignes que certains d'entre vous connaissent peut-être par cœur déjà, mais sur le fonctionnement de cette table ronde qui est en format hybride. Donc on a quelques personnes qui sont présentes ici dans la salle de Futurible, qui, si elles le veulent bien, peuvent éteindre leur mobile. Nous avons la majorité donc, des participants qui sont des participants à distance. Donc pour les participants qui sont en présence, on vous remercie de ne prendre la parole que quand vous l'avez demandé et quand on la donner si vous le voulez bien, et de parler très près des micros que vous avez parce qu'ils sont extrêmement sensibles, donc il faudra les allumer, qu'ils deviennent verts et que vous puissiez parler en vous approchant vraiment très, très près du micro. Et puis pour les participants à distance, donc vous avez deux modes d'interaction avec nous. Vous avez un chat dans lequel vous pouvez réagir sur ce que vous entendez, sur lequel vous pouvez aussi nous dire si jamais vous avez des problèmes de connexion, des problèmes de son, des problèmes d'image. Et puis par ailleurs, vous avez un onglet questions en bas à droite de votre écran qui vous permet de poser un certain nombre de questions auxquelles vous souhaiteriez que l'intervenant puisse répondre. Et vous pouvez par ailleurs voter pour les différentes questions qui ont été posées par les autres personnes, ce qui permet de hiérarchiser aussi parmi les nombreuses questions pour pouvoir prendre celles qui vous apparaissent comme étant globalement les plus intéressantes. Voilà, on a 1h30 devant nous avec une intervention liminaire, disons de 45 minutes environ, et puis un débat, une discussion avec vous de 45 minutes également. Voilà, merci beaucoup pour votre participation. Merci à Kako de nous faire l'honneur d'être là ce soir. Et puis, je laisse la parole à Thierry pour introduire vraiment cette table. Merci François, c'est très sympa. Merci Kako, je suis très content d'être avec toi et de pouvoir discuter un peu de ton nouvel ouvrage. Tout le monde n'ayant pas forcément les mêmes connaissances sur l'Afrique, je pense qu'on va procéder de manière assez pédagogique et je vais d'abord te demander finalement on en est où en Afrique, quel est l'état des crises, quel est l'état des besoins, puisque ton livre est un plaidoyer pour un nouveau modèle de développement. Il est donc intéressant qu'on sache effectivement quels vont être les besoins à horizon 2040-2050. Et on arrivera ensuite peut-être un peu sur le modèle ou sur les modalités que tu proposes pour enfin arriver à faire émerger ce continent, puisqu'il s'agit d'un modèle un peu différent de celui qui est à l'œuvre aujourd'hui. On est dans une Afrique plutôt extravertie. Tu plaides plutôt pour une Afrique avec un développement plus endogène. On est dans une Afrique qui est, comme les autres pays et les autres continents du monde, dans une logique libérale. Tu plaides pour du néoprotectionnisme et tu mobilises beaucoup la notion de commun que je te demanderai de nous expliquer et puis de nous illustrer, puisque effectivement, ce qui est intéressant et riche dans ton ouvrage, c'est l'illustration de germes de changements qui pourraient, s'ils étaient mis en valeur, amener à une nouvelle forme de développement que tu appelles de tes voeux. J'en dis pas plus et je vais te donner la parole. Donc, je pense qu'on fait peut-être un quart d'heure ou une dizaine de minutes sur un diagnostic et puis après, tu seras lancé. Je pense que… Super. Voilà. Merci. À toi. Merci, Kako. Merci François. Merci Thierry. Bonjour à tous. En fait, il y a 3 ans, j'avais fait un ouvrage, L'urgence africaine, et le sous-titre, c'était « Changeons le modèle de croissance ». Et du coup, on pouvait dire que cet ouvrage posait un diagnostic et qu'il fallait continuer la réflexion, en fait, pour dire, OK, le constat n'est pas reluisant, mais qu'est-ce qu'on pourrait proposer concrètement comme modèle alternatif? En fait, c'est un peu ce qui explique l'ouvrage « Une solution pour l'Afrique ». C'est la poursuite de la discussion, de la réflexion sur ce qui pourrait convenir à l'Afrique. Évidemment, ça a un caractère un peu globalisant. Hein. L'Afrique, c'est 54 États. Hein. Et chaque État a et est une histoire. Du coup, on est obligé, lorsqu'on essaie de généraliser,
de faire du tort à certaines formes de particularisme, hein, c'est tout à fait normal. Et en plus, l'Afrique est disparate parce que sur ces 54 États que constitue le continent africain, vous avez les 6 premières économies, donc à savoir 3 dans le Maghreb, 3 en Afrique subsaharienne. Donc vous avez dans le Maghreb, c'est l'Égypte, l'Algérie et le Maroc. En Afrique subsaharienne, c'est plutôt le Nigeria, l'Angola et l'Afrique du Sud. Et ces 6 premières économies africaines font 65% du PIB africain. Et donc, vous voyez tout de suite le caractère globalisant et donc, quelque part, faux de tout ce qui peut consister à dire l'Afrique. Parce que 6 économies qui font 65% du PIB, et dans ces 6 économies, vous avez 3 qui dépendent quasi exclusivement du pétrole. Le Nigeria, l'Algérie et l'Angola. Donc, quand on nous dit le PIB africain est de 5%, vous allez voir qu'en fait, c'est parce que les prix du pétrole sont en hausse. Et que 3 de ces 6 économies qui dépendent quasi exclusivement du pétrole en ont bénéficié. Mais ça ne veut rien dire sur la vie du petit producteur agricole du Burundi, de la Gambie, du Togo, de la Casamance au Sénégal. C'est ça le problème de la macroéconomie africaine. C'est qu'elle recoupe des disparités hyper importantes. Ça veut dire que vous avez plus d'une quarantaine de pays qui font 35% du PIB africain. Que 35%. Okay. Donc, c'est déjà un point qui me paraît important en préalable pour relativiser ce qu'on va dire comme étant des solutions africaines, en fait. Deuxième chose, et Thierry en a fait allusion, en ce qui concerne l'Afrique de l'Ouest, par exemple, là, nous vivons une addition de 5 crises, en fait. Okay. Donc, il y a une crise climatique qui est manifeste et qui se traduit par un réchauffement climatique qui fait que les populations ont tendance à migrer vers le sud, vers les forêts humides et les mangroves, ce qui crée une pression très forte sur les ressources. Mais cette crise climatique se traduit aussi par une érosion côtière qui fait que les populations côtières ont tendance à aller vers l'intérieur des terres. Donc, il y a un effet d'étau. Moi, quand j'étais ministre de la prospective et de l'évaluation des politiques publiques du Togo, donc 2013-2015, j'avais en charge la vision Togo 2030. Et j'ai pu constater à ce moment-là que la capitale du Togo, Lomé, donc qui est sur la côte, perdait entre 5 et 10 mètres chaque année du fait de la montée de l'océan Atlantique sur les terres. Voilà. Or, Lomé, c'est 40% de la population togolaise. Okay. Mais en termes de superficie, c'est 10% de la superficie togolaise. Donc, vous avez d'emblée un problème d'aménagement du territoire. Okay. Puisque les populations doivent se reloger et pousser vers les terres. Or, tout le monde veut vivre dans la capitale. Et donc, d'emblée, il y a un souci qui fait que l'Afrique de l'Ouest, aujourd'hui, pour nous, le réchauffement climatique, le changement climatique, ce n'est absolument pas quelque chose de théorique, c'est quelque chose qu'on vit au quotidien. Okay. Deuxième crise importante, c'est un peu la suite de la crise sanitaire. Il faut dire que la pandémie de Covid, même si elle a beaucoup plus épargné l'Afrique que le reste du monde, en partie du fait de la jeunesse de la population et de certaines caractéristiques géographiques, par exemple un ensoleillement beaucoup plus fort et beaucoup plus soutenu que dans d'autres régions du monde, elle a quand même laissé beaucoup de traces parce qu'elle a montré quand même les angles morts du développement africain, c'est-à-dire la santé, le secteur de la santé qui est un secteur quand même sinistré, il faut le dire. Et donc, on vit toujours cette crise sanitaire, ou en tout cas, ses conséquences.
Et c'est quelque chose qui, dans ces manifestations, les choses sont payées parce qu'il y a une déstructuration des circuits logistiques qui a engendré une hausse des prix. Et ensuite, vous avez eu la réponse à la pandémie elle-même qui a engendré une réduction des marges de manœuvre budgétaires. Et donc, nous payons aujourd'hui la gestion de cette crise sanitaire qui est un choc exogène pour tout le monde. Vous avez une troisième crise qui est la crise sécuritaire, en particulier dans le Sahel, où nous avons à l'heure actuelle beaucoup de difficultés à contenir les groupes djihadistes et leurs avatars. Okay. Le Mali, le Burkina, le Niger. Moi, je vis à Ouagadougou, au Burkina Faso, et à la commission de l'UEMOA, nous avons interdiction de sortir de Ouagadougou. Pour être clair, c'est ça. Nous ne pouvons plus sortir de Ouagadougou. Okay. Parce que le pays est cerné. Le pays est cerné par les djihadistes. Et ce n'est pas que le nord, parce que bon, les gens ont tendance à parler du nord, mais le sud-est aussi, les villes comme Fada Gourma, plus personne n'y va. Et à partir du sud-est, les groupes djihadistes frappent maintenant le nord Bénin et le nord Togo. Et donc, c'est quelque chose que nous vivons douloureusement, mais que nous vivons quotidiennement. Okay. Quatrième crise, c'est les crises politiques. Et vous l'avez compris, hein, les crises dont je parle ne sont pas mutuellement exclusives. On pense que la succession de coups d'État qu'on vit dans ces pays actuellement ne sont pas étrangères à la question sécuritaire ou à l'absence de réponse idoine aux défis sécuritaires. Mais il n'empêche, on vit une succession de coups d'État au Mali, au Burkina Faso. Okay. Et pour prendre l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest, en Guinée-Conakry aussi. Voilà. Donc, c'est un peu une résurgence de choses qu'on avait connues dans les années 70, le retour des coups d'État. Et leur lot de déstabilisation institutionnelle, de perte d'énergie, parce qu'il faut recréer des formes de légitimité avec des chartes de la transition, des simili-conférences nationales, enfin bon. Tout ça n'est pas quelque chose qui plaide pour qui donne un sentiment de stabilité. Notamment, je ne vois pas trop comment un investisseur étranger aujourd'hui irait dans un pays où il y a une succession de coups d'État tous les 9 mois. Bon. Et enfin, cinquième et dernière crise, c'est la crise russo-ukrainienne et ses impacts sur les économies ouest-africaines, en particulier les intrants agricoles et pour les populations urbaines, l'approvisionnement en céréales importées. Okay. Bon, au niveau des intrants agricoles, vous avez une hausse impressionnante des prix des intrants. Quand je prends juste la potasse, en un an, donc de mars 2021 à août 2022, la tonne de potasse est passée de $200 à $840, la tonne de potasse. Okay. Et c'est-à-dire qu'il y a eu au moins un doublement pour la plupart des intrants que nous importons. Et pour la potasse, par exemple, c'est une multiplication par 4. Quoi. Ce qui fait que nous avons beaucoup d'inquiétudes sur les résultats de la campagne agricole actuelle, parce que nous n'avons eu que 40% des intrants que nous avons normalement pour la campagne agricole. Et les États ont dû faire des efforts
incroyables en termes de subventions d'intrants qui font que de toute façon, ils ne pourront pas faire face à la flambée des prix sur les marchés urbains issus de la guerre russo-ukrainienne, notamment les approvisionnements en blé pour le pain et autres. Donc, on est quand même pris en étau par l'addition de ces crises. Et donc, le rôle des décideurs, c'est d'évaluer les choses et de décider. Et donc, ça nous oblige aujourd'hui à voir, en termes de solutions pour l'Afrique, justement, ce qui est faisable à court terme et ce qui peut s'inscrire à moyen et long terme. Voilà. Sachant que les deux ne devraient pas être incompatibles. En fait. Okay. Donc, à court terme, quelles sont les solutions? D'abord, l'agriculture, parce que moi, je suis commissaire à l'agriculture, aux ressources en eau et à l'environnement, donc de l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Et donc, l'UEMOA a organisé au mois de juin dernier à Niamey le comité de haut niveau sur la sécurité alimentaire, présidé par le président nigérien, Mohamed Bazoum. Et il est ressorti de cette rencontre un certain nombre de recommandations. La première, c'est les commandes groupées, c'est-à-dire qu'on incite les États à faire des commandes groupées d'intrants. Parce qu'aller tout seul sur le marché, essayer de négocier, c'est pratiquement impossible. Donc, il faut absolument opter pour les commandes groupées et en plus, faire les commandes groupées bien en amont. Parce que ce que nous avons constaté, c'est que les files d'attente sont tellement longues à l'heure actuelle que quand vous commandez aujourd'hui, vous n'êtes pas livré avant 6 mois. Et donc, le président béninois Patrice Talon nous avait demandé au mois de décembre 2021 d'organiser de toute urgence une concertation entre les opérateurs, les États, pour la question des intrants. Et on s'est rendu compte au mois de décembre 2021 qu'il y avait beaucoup d'États qui n'avaient pas encore passé de commande d'intrants. Et donc, qui ne pouvaient pas être livrés avant juin-juillet 2022, de toute façon. Du coup, là, il y a un vrai enjeu de concertation pour commander ensemble, pour essayer de gagner en prix et s'assurer que les intrants pourraient être livrés à temps. Okay. Il y a un deuxième enjeu de court terme par rapport à ces questions, c'est ne pas fermer les frontières des États, puisque l'Union économique et monétaire ouest-africaine, c'est 8 États, 7 francophones et un 8e, la Guinée-Bissau, qui est lusophone. Et le principe, c'est la liberté de circulation quand même. Okay, les 4 libertés de circulation. Personnes, capitaux, biens et services. Et là, ce pourquoi on plaide, c'est que les zones excédentaires puissent alimenter les zones déficitaires. Okay. Et ça, c'est vraiment important pour essayer de stabiliser les prix des intrants et plus tard des produits issus de la récolte de des semis. Et là, la difficulté qu'on a de manière tout à fait concrète, c'est que tous les États ne subventionnent pas à la même hauteur leurs paysans sur les intrants. Et donc, vous avez un commerce frauduleux d'intrants sur la base des écarts de subvention. OK. Ce qui incite encore plus les États à vouloir fermer leurs frontières pour s'assurer que les subventions faites au Bénin ne vont pas se retrouver, ne vont pas engendrer un commerce d'intrants au Togo, et ainsi de suite. Donc, il y a ce phénomène un peu de passagers clandestins de l'Union qu'on essaie de réduire. Bon. Il me semble que sur la question des intrants, il y a un enjeu qui n'est pas moindre, mais qui pourrait être un enjeu aussi de moyen terme, c'est la substitution, en fait.
on se rend compte qu'on ne va pas continuer avec les intrants chimiques de synthèse, avec les prix qui sont les prix actuels, parce qu'on ne sait pas quand cette guerre va finir et s'il n'y aura pas des phénomènes d'hystérésis qui vont faire que les prix ne vont pas descendre. Donc, il faut absolument travailler sur l'intensification agroécologique. Tu me donnes, Kako, une excellente occasion d'élargir de l'agriculture à un certain nombre d'autres domaines. Un des messages forts et clés de ton livre, c'est effectivement à moyen terme, les modalités de développement qui ont été utilisées ne sont plus celles sur lesquelles on devrait se reposer parce que ça n'a pas amené le bien-être des populations qui était normalement promis après la mise en place de ces politiques. Donc, tu nous changes les perspectives en disant finalement l'Afrique est encore un exportateur net de matériaux plutôt bruts qui ne sont pas transformés. Il conviendrait de changer tout ça. La production agricole elle-même, quand elle existe, est souvent extravertie. Il ne faut pas la transformer et l'arrimer au modèle de développement agroalimentaire européen et aller vers l'agroécologie, etc., etc. Donc, tu peux nous... Et on va, en te suivant, en parcourant ton ouvrage, vers des modalités de développement qui sont beaucoup plus endogènes, c'est-à-dire produisons pour l'Afrique, ce qui implique une certaine forme de protection, au moins temporaire. Est-ce que tu peux nous développer un petit peu ces aspects en partant effectivement de l'agriculture, qui est un excellent exemple? Tout à fait. C'est-à-dire que le constat est assez simple. Bon, l'Afrique aujourd'hui, c'est 1,3 milliard d'habitants. Voilà. Bon. Et on sait que la population double tous les 25 ans, à peu près. Donc, on sera plus de 2 milliards en 2050. OK. Et 40% de cette population a moins de 15 ans. Et les 2/3 ont moins de 30 ans, à peu près. Donc, on sait que c'est une forte demande qui va arriver en termes d'éducation et de formation, de santé, d'alimentation. Et cette forte demande, il faut bien arriver à la satisfaire. Okay. Aujourd'hui, on la satisfait comment? On exporte les matières premières sans les transformer, évidemment, et on récupère des devises, et avec ces devises, on importe ce qu'on consomme. Globalement, c'est le modèle actuel. Mais quand vous exportez les matières premières, en fait, vous exportez les emplois avec, des emplois qui pourraient être créés via leur valorisation sur place. Okay. Et nous savons aussi que sur le marché du travail, pour les 40 prochaines années, nous attendons 600 millions de jeunes à raison de 15 millions par an. Okay. Et il y a des pays où on voit des cohortes annuelles de 300 000 jeunes, il n'y a pas plus de 50 000 offres d'emploi. Donc, chaque année, vous avez 250 000 chômeurs de plus, quoi. Et donc, ça crée un effet boule de neige. Okay. Moi, je suis professeur à l'Université de Lomé. Ma faculté de sciences économiques et de gestion a 15 000 étudiants. Des fois, je me demande, est-ce que le Togo a besoin de 15 000 économistes? Okay. Bon, en tout cas, ils sont là. Et il faut les former. Et après, il faut qu'ils trouvent un job. Bon. Et ce que je dis à Lomé est valable à Cotonou, est valable à Bamako, est valable à Ouagadougou. Donc, c'est ça l'enjeu. En fait, l'enjeu, il est là. Et donc, ce que je propose, c'est de dire, ce milliard ne va pas quitter l'Afrique. Ce n'est pas possible. Okay. Donc, il faut qu'on trouve de l'activité pour nos jeunes sur place. Donc, l'idée d'un nouveau modèle de production ou d'un nouveau modèle de développement, ce n'est même pas une discussion théorique. C'est simplement que les faits sont là et qu'il faut trouver une solution, en fait. Et la seule solution qui paraît envisageable, en tout cas les deux que je vois, c'est une protection, parce que le néolibéralisme qui est porté par le Fonds monétaire et la Banque mondiale comme type de développement en Afrique, ça ne peut pas fonctionner pour une raison d'abord théorique, c'est que le modèle néolibéral n'a de cohérence que s'il accepte la mobilité des facteurs de production, le capital et le travail. Tout économiste moyennement formé sait
qu'on boucle le modèle néolibéral sur la mobilité des facteurs. L'agent économique rationnel doit aller là où il peut mieux vivre. S'il ne bouge pas, alors qu'il n'arrive pas à maximiser son bien-être, c'est qu'il n'est pas rationnel. Et c'est pour ça que le modèle néolibéral, son fondement, c'est la mobilité du facteur capital qui doit aller là où on peut faire le maximum de profit et du facteur travail, là où l'individu peut maximiser son utilité. Donc, ça veut dire que si on est néolibéral, on ne devrait pas fermer les frontières, en particulier celle de l'Europe. Et donc, le visa Schengen n'a pas de raison d'être. Il ne devrait pas y avoir de visa. Et donc, comme on voit les écarts de productivité dans l'agriculture qui vont de 1 à 400, c'est-à-dire que quand le producteur de riz de l'Arkansas aux États-Unis travaille pendant 1 heure, il produit 400 fois plus que le producteur de riz de Casamance au Sénégal. Or, il n'a pas 400 fois plus de coûts de production. Donc, quand vous les mettez sur le même marché, le producteur sénégalais, il disparaît. Il disparaît de 2 manières. Il meurt de faim ou alors il migre vers la banlieue parisienne. C'est plus facile de rejoindre Paris que Washington ou New York. Okay. Donc, or, ça ne paraît pas possible. Donc, il faut trouver un modèle qui va permettre aux jeunes Africains de rester en Afrique et d'y travailler, pas d'y mourir de faim. D'où l'idée de la protection. Et l'idée de la protection est d'autant plus renforcée que les pays riches subventionnent leurs agriculteurs. C'est-à-dire qu'un agriculteur américain, il est 820 fois plus soutenu qu'un agriculteur tanzanien, puisque l'agriculteur américain, il a 37 000 $ de subventions par an. Et l'agriculteur tanzanien, il a 46 $ de subventions par an. Donc, si vous couplez l'écart de productivité à l'écart de subvention, vous comprenez tout de suite que la protection est inévitable. Si on veut la stabilité de la planète. Sinon, c'est des gens que vous offrez aux djihadistes au quotidien. Okay. Parce qu'il faut bien survivre. Et ce que leur offrent les djihadistes, c'est cet autre modèle qui n'est pas le modèle que nous voulons. C'est pour ça que la question du nouveau modèle africain est une question urgente. Et cette question doit embarquer le reste du monde. Okay. Et c'est pour ça qu'en fait, je propose cette protection ciblée qui, en plus de l'intérêt de préserver nos ressources, puisque l'Afrique offre énormément de services écosystémiques au reste du monde. Je rappelle qu'un des 2 poumons de la planète se trouve en Afrique, le bassin du Congo, avec cette forêt du Congo. Si on se livre à la déforestation du Congo, c'est toute la planète qui part en l'air. Okay. Or, on voit énormément de prédation, notamment avec l'arrivée des émergents. On voit énormément de prédation en Afrique sur les matières premières, sur les équilibres écosystémiques qui font qu'on a peur, en fait, quelque part. Il y a une peur que ce système ne tienne pas longtemps, en fait. Et du coup, je propose aussi, en termes de solutions, qu'on revienne sur nos biens communs, qu'on les préserve. Je rappelle que les biens communs, ce sont des biens dont la gestion non régulée peut engendrer leur disparition. On parle de lacs, on parle de forêts, on parle du foncier. Et ces biens communs peuvent ne pas être tangibles, ils peuvent même être informationnels. Lorsqu'on prend le dictionnaire en ligne Wikipédia, c'est un bien commun, chacun peut y contribuer. Vous voyez, les ressources éducatives libres, les MOOC, ce sont des biens communs. Donc, c'est tout ce qui nécessite 3 facteurs, la ressource, les ayants droit et les règles de gestion. Donc, quand vous avez ces 3 éléments, vous construisez potentiellement un commun. Okay. Après, pour nous, les économistes, on peut faire des différences qui seraient peut-être un peu compliquées ici entre ce qui est un bien commun et ce qui est un bien public. Okay. En général, on a deux éléments de classification. Il y a la rivalité ou la non-rivalité des biens
Et puis, il y a ce qu'on appelle l'exclusion ou la non-exclusion de l'usage. Okay. Les biens communs sont des biens pour lesquels on a une forte extractibilité. Par exemple, une rivière, bon, il y a beaucoup de poissons et c'est difficile d'éviter que les gens aillent pêcher, quoi. Mais le problème, c'est que s'il y a un chalutier qui récupère énormément de poissons, il y en aura beaucoup moins pour les autres. Vous voyez? Donc, il y a une forte capacité d'extraction du bien, mais il y a une faible capacité d'exclusion des agents par rapport à l'accès à ce bien. Et donc, tout le monde peut potentiellement aller pêcher dans une rivière, le poisson. Okay. Vous voyez la différence tout de suite avec un bien public. Un bien public, c'est par exemple l'air. Okay. Il n'y a pas de problème d'extractibilité. Okay. L'air, il y a une faible extractibilité. Okay. Ce n'est pas parce que je respire que vous ne respirerez pas. Okay. Et il y a une faible aussi exclusion d'usage. C'est pareil. Donc, il y a des biens communs, comme les biens communs numériques, qui ressemblent de plus en plus à des biens publics. C'est pour ça que je pense que toute la discussion qu'on a autour des biens publics mondiaux peut être valable pour les biens communs mondiaux. Et ce que je dis me semble pertinent parce que, et là c'est une différence entre la perception occidentale des biens communs et la perception qu'on pourrait qualifier d'africaine des biens communs. En Occident, les biens communs sont souvent acceptés aux marges de l'État et du marché. Okay. Par exemple, des communautés qui se regroupent autour de ce qu'on appelle des systèmes d'échange locaux, okay, qui peuvent même créer une petite monnaie locale. Et donc, on a l'impression qu'au-delà de l'État et du marché, il y a une question du vivre ensemble qui se développe autour d'un certain nombre de communs. Voilà. Mais pour l'Afrique, c'est une autre dimension, parce que l'Afrique n'a ni État ni marché. Ce qui caractérise l'Afrique, c'est la double défaillance de l'État et du marché. Ce qui fait que la réflexion sur les communs en Afrique, c'est une réflexion d'une autre ampleur. C'est au fond, est-ce qu'il y a moyen, en s'appuyant sur les valeurs traditionnelles de l'Afrique, sur ces biens à préserver, est-ce qu'il y a moyen de construire un modèle qui pourrait aller au-delà, justement, de l'État défaillant et du marché souvent inexistant? Est-ce qu'on peut faire une macroéconomie des communs? En fait, c'est pour ça que ça devient intéressant, la réflexion sur les communs dans les espaces où il n'y a pas d'État, où il n'y a pas de marché. Merci Kako pour ces éléments. Alors, il va falloir que tu nous en dises plus parce qu'effectivement, tu as donné les mots-clés. Les communs, s'ils ne sont pas gérés, et c'est justement une des leçons de l'économie classique, amènent à la surconsommation des ressources. Donc, tu nous as dit tout de suite, il faut savoir de quelles ressources on parle et qu'est-ce qu'on met en commun. Il faut qu'on connaisse les ayants droit et effectivement, il faut des règles de gestion. Et tu vas plus loin dans ton livre en nous expliquant qu'effectivement, la géométrie du droit qui amène à la propriété totale et inaliénable de l'usage et du bien n'est pas la solution, puisque sur un territoire en Afrique, il y a beaucoup d'ayants droit qui ont des usages et des valorisations différentes du territoire. Donc, je veux bien que tu nous expliques un peu comment ces communs peuvent fonctionner et si tu as des illustrations de mécanismes qui fonctionnent et qui existent déjà. Merci beaucoup Thierry. Oui, on peut prendre l'exemple de trois communs. La terre, la monnaie et de manière un peu métaphorique, les relations entre la France et l'Afrique. Voilà. Bon, sur la terre, là, on a vraiment affaire à un bien commun tel qu'Elinor Ostrom les définit, quoi. Ce qu'il faut savoir déjà, c'est que, et c'est ce que Thierry disait tout à l'heure, hein, dans la réflexion sur les communs, vous avez d'abord un papier qui a fait sensation en 1968 de Gareth Harding sur la tragédie des communs, où il dit l'être humain est par nature prédateur. Et donc, quand il y a des biens
qui ne sont pas régulés, eh bien, il va surutiliser ces biens jusqu'à leur disparition. C'est ce qu'on appelait la tragédie des communs. Et donc, Elinor Ostrom, elle va dire, non, attention, on voit dans beaucoup de communautés dans le monde, souvent dans les Suds, des biens qui semblent n'appartenir à personne, mais qui n'engendrent pas d'épuisement, parce que les sociétés arrivent à s'organiser justement pour les préserver. Et donc, il y a eu la grande conférence d'Annapolis en 1983, au cours de laquelle Elinor Ostrom et ses amis ont présenté leurs travaux avec énormément d'expérience, surtout en Amérique latine, sur le fonctionnement des sociétés dans le cadre des communs. Et pourquoi c'était en 1983? C'est parce qu'on était en plein ajustement structurel. Donc, les programmes d'ajustement structurel du FMI et de la Banque mondiale, qui disaient tout le monde doit faire pareil dans le monde entier. 4 choses. Des politiques budgétaires budgétaristes, donc qui ont comme seul objectif l'assainissement des finances publiques. Deuxième chose, des politiques monétaires monétaristes, donc qui ont comme seul objectif la lutte contre l'inflation ou la recherche de la stabilité des prix. Des politiques de réduction des coûts de production, en particulier le coût du travail, donc les salaires. Et enfin, un ensemble de réformes structurelles illustrées par les privatisations des secteurs publics et la libéralisation de l'économie. Ce sont ces 4 éléments qu'on appelle des politiques dites de désinflation compétitive, qu'on appelle aussi le consensus de Washington. Okay. Et donc, c'est pour ça que la conférence d'Annapolis de 83, avec des gens comme Elinor Ostrom, qui aura le prix Nobel d'économie plus tard, en 2009, cette conférence d'Annapolis, c'était une réponse au programme d'ajustement structurel pour dire, mais non, les recettes uniques pour le monde entier, ça ne peut pas marcher. Il faut aller sur le terrain, il faut voir comment les communautés vivent, comment les communautés s'organisent, quel est le cœur de leur vivre ensemble. Tout le monde ne maximise pas le profit. Par exemple, il y a des sociétés où on fait le potelage, c'est-à-dire où régulièrement on réunit le surplus créé par la société et on brûle le surplus. Pourquoi? Parce que le surplus engendre des inégalités. Et les inégalités détruisent le vivre ensemble. Et donc, vous avez beaucoup de sociétés qui estiment que le surplus n'est pas une bonne chose. Donc, régulièrement, on brûle le surplus et on reprend l'activité. Voilà. Donc, de quel droit l'idée de maximiser le profit serait supérieure à toutes les autres formes d'organisation des sociétés? Vous voyez? Donc, ce n'est pas pour rien que j'utilise les communs comme entrée. C'est une façon de dire, attention, nos amis du FMI et de la Banque mondiale, vous nous avez conduits dans le mur, mais paradoxalement, plus vous échouez, plus vous insistez. Cherchons autre chose. Essayons autre chose. Et cette autre chose, c'est partant de comment les gens vivent, de comment les gens réfléchissent, de comment les gens se perçoivent, de comment les gens veulent faire société. Et c'est pour ça que c'est un travail qui est clairement un travail anti-néolibéralisme. Et ça, il faut l'assumer complètement. Puisque, quand même, le cœur du discours néolibéral, c'est le retrait de l'État. Et face aux 2 chocs symétriques mondiaux qu'on a connus ces 10 dernières années, c'est-à-dire le choc des subprimes en 2008 et le choc de la pandémie de Covid en 2020, c'est l'État qu'on a appelé à la rescousse, le quoi qu'il en coûte. Et donc, comment vous allez expliquer aux Africains qu'eux, ils n'auraient pas le droit d'utiliser les États pour réguler leur activité économique? Ce qu'on nous a interdit de faire pendant 40 ans. C'est ça le cœur de la question. Okay. Et c'est pour ça que nous sommes dans une phase qui n'est pas une phase neutre. C'est que nous sommes dans une phase où l'Occident a montré, en tout cas via les institutions de Bretton Woods, que ce qu'il dit n'était pas forcément ce qu'il fait. Et que l'Afrique doit créer son propre modèle. Évidemment, tenant compte des contraintes du réel, mais en ne s'interdisant pas d'imaginer ses possibilités sur la base de ce qu'elle a toujours fait. Et ça permet de
passer par exemple sur la monnaie, je vais être bref. Moi, ça fait 20 ans que je me bats contre le franc CFA, qui était au départ le franc des colonies françaises d'Afrique, créé en 1945. Et beaucoup de gens me disent, mais Kako, est-ce que tu penses que nous pouvons vivre sans cette monnaie CFA? Mais en toute bonne foi. Et c'est là que je me suis rendu compte de ce que la colonisation avait pu faire de dangereux en Afrique, c'est faire perdre confiance aux Africains, en fait. Parce que le franc CFA, il est de 1945, mais avant la colonisation, il y avait des monnaies en Afrique. Donc, on faisait société, on avait des monnaies, on gérait nos monnaies. Et donc, que des jeunes Africains en 2022 me demandent si on peut vivre sans la monnaie du colonisateur, ça veut dire qu'on a très peu confiance, en fait. On a très peu confiance dans nos dirigeants. On a très peu confiance en nous-mêmes. On a très peu confiance à nos partenaires. Et donc ça, on est au cœur, me semble-t-il, du sujet. Et donc, ce que j'ai proposé en 2021, c'est d'organiser les états généraux d'une monnaie pour l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest qui s'appelle ECO, monnaie initiée par la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest qui regroupe 15 États ouest-africains, dont les 8 francophones, que sont les 7 dont j'ai parlé de l'UEMOA, plus la Guinée-Conakry, qui n'est pas dans l'UEMOA, mais qui est francophone, et 7 autres pays, dont beaucoup d'anglophones, en particulier le Nigeria, le Ghana, la Gambie, la Sierra Leone. Il faudrait rajouter le Cap-Vert aussi. Mais du coup, l'idée, c'est de dire, OK, on a suffisamment critiqué le franc CFA, et qu'est-ce qu'on propose à la place? D'où ces états généraux de l'ECO qui se sont tenus à Lomé au mois de mai 2021 et qui ont débouché sur ce qu'on appelait la déclaration de Lomé, qui propose en fait quelque chose que, au fond, l'Europe a connu avant l'euro, c'est-à-dire créer une monnaie commune qui ne soit pas forcément unique. Et donc, cet ECO, on l'envisage rattaché à un panier de devises, le dollar, l'euro, le yuan chinois, la livre sterling. Nous n'oublions jamais la livre sterling parce que le Nigeria, qui est le poids lourd de la CEDEAO, je rappelle, le Nigeria, c'est près de 70% du PIB ouest-africain, tout seul, et 52% de la population ouest-africaine. Donc, la CEDEAO sans le Nigeria, ça n'a pas de sens. Et le Nigeria, 80% de ses réserves de change en livres sterling. C'est pour ça que quand nous envisageons une monnaie ECO rattachée à un panier de devises, nous n'oublions jamais la livre sterling, en fait. Et du coup, à partir de cette monnaie ECO, les monnaies nationales qui existent aujourd'hui seraient en taux de change fixe, mais ajustables avec cette monnaie ECO. Okay. Et tout comme le serpent monétaire européen, on créerait un tunnel pour gérer les fluctuations de ces monnaies autour de la monnaie ECO, en fait. Et ce que nous proposons de manière corrélative, c'est la création d'une agence ouest-africaine de la dette. Okay. Pour matérialiser ce qui est au cœur de toute construction communautaire de cette nature, c'est-à-dire la solidarité. Et donc, l'idée, c'est une dette perpétuelle, donc on paierait les intérêts, mais pas le capital. Et cette agence prendrait de la dette et rétrocéderait cette dette aux États, mais pas avec les mêmes taux d'intérêt. Ça tombe bien parce que le cercle des économistes, donc Jean-Hervé Lorenzi et Christian de Boissieu, qui conseillent le président Macky Sall dans le cadre de l'Union africaine, viennent de proposer la création d'une agence africaine de notation. Et donc, chouette, si nous on récupère la notation au niveau de cette agence, ça permet de réguler les taux d'intérêt auxquels nous pourrions concéder les ressources aux différents États. Parce qu'il faut quand même tenir compte de la qualité de la signature. Okay? Ça n'a pas de sens de prêter au même taux d'intérêt un pays comme la Côte d'Ivoire ou un pays comme la Guinée-Bissau. Je veux dire, la Côte d'Ivoire a tellement de ressources
que le risque est beaucoup plus faible que si vous prêtez à la Guinée-Bissau. Voyez. Donc, l'idée n'est pas d'aller tout de suite dans un fédéralisme budgétaire total où on mutualiserait la dette, comme l'Union européenne l'a fait il n'y a pas très longtemps avec le plan de 740 milliards d'euros, là, mais de commencer une sorte d'embryon de fédéralisme budgétaire. Voilà. Donc, on est dans une forme de coopération budgétaire qui irait de pair avec la construction monétaire qu'on est en train de mettre en place. Et enfin, pourquoi nous faisons ça? Ça rejoint le début de mon propos. C'est parce que l'avenir de l'Afrique, c'est son marché intérieur. Ça veut dire que nous devons, de manière impérative, trouver les véhicules monétaires et financiers pour financer justement cette transition africaine. Et c'est le cœur, c'est-à-dire que celui qui pense que l'Afrique va se développer comme l'Asie s'est développée, il a tout faux. Il a vraiment tout faux. Parce que l'Asie s'est développée avec l'idée d'un néo-mercantilisme. On est hyper compétitif à l'export et avec les ressources qu'on tire de ça, on fait de la redistribution interne. Okay. Globalement, c'est comme ça que l'Asie s'est développée. Et c'est depuis la crise des subprimes que la Chine a décidé de se retourner vraiment sur son marché intérieur. Okay. Sinon, c'était clairement un modèle néo-mercantiliste. L'Afrique, ce ne sera pas pareil. L'Afrique, ce sera comme l'Amérique du Nord. Et c'est une réflexion que je partage vraiment avec Jean-Michel Severino. Et on dit vraiment la même chose sur ça. Le tracteur de la croissance africaine, c'est la demande, ce ne sera pas l'offre. Okay. Et donc, il faut penser comment traiter cette demande. Et c'est là toute l'erreur du FMI dans le cadre des programmes d'ajustement structurel. Qu'est-ce que le FMI a fait dans le cadre des programmes d'ajustement structurel? Le FMI a dit, vous avez une demande qui est supérieure à votre offre. Donc, ce que le FMI appelle l'absorption. Okay? La demande est supérieure à l'offre. Donc, il n'y a pas d'équilibre. Vous devez réduire la demande. C'est ça, l'ajustement structurel. Vous devez vous ajuster. OK. Donc, il faut restreindre la demande pour qu'elle corresponde à l'offre. Or, quand vous avez une population qui double tous les 25 ans, comment vous voulez restreindre la demande? L'enfant qui naît, il a besoin d'être nourri, et ainsi de suite. Vous voyez, moi, quand j'ai eu mon bac, il y avait 350 étudiants à la faculté de sciences économiques et de gestion de l'Université de Lomé. Aujourd'hui, il y a 15 000 étudiants. Donc, comment vous pensez raisonnablement bloquer les dépenses avec une population exponentielle? Il aurait fallu faire l'inverse. Il aurait fallu se demander quels sont les investissements massifs à faire en termes d'infrastructures, de transport, de communication, de santé, d'agriculture, pour que cette population, dont la taille double tous les 25 ans, puisse s'en sortir et rester sur place. C'est ça, l'erreur du Fonds monétaire. C'est de s'être trompé, au fond, de termes de l'équation. L'Afrique ne sera jamais comme l'Asie. Le rapport au travail n'est pas le même. La productivité du travail n'est pas la même. Et c'est absurde de penser qu'on va faire des petits Burundais, des petits Chinois. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Ce n'est pas les mêmes trajectoires de construction historique de l'État. Ce n'est absolument pas le même rapport à la temporalité. Ce n'est absolument pas le même rapport au vivre ensemble. Et du coup, pour ne pas être trop long sur ce dossier monétaire, sur lequel j'ai beaucoup de chagrin parce que les gens qui voient tout ça de loin pensent qu'on est dans des réflexions simplement anticoloniales. On voudrait une monnaie qui ne soit plus une monnaie coloniale. Non, on veut une monnaie qui puisse financer la démographie africaine. C'est ça. Quel que soit le nom que cette monnaie va porter. OK. Et le CFA ne peut pas convenir, puisque le CFA permet d'accompagner les matières premières vers leur exportation.
Merci Kako pour ces éléments. Tu nous as promis aussi de nous parler un petit peu, puisqu'il va falloir qu'on laisse la place aux questions, un petit peu d'autres gestions collectives, la terre et toutes les promesses qu'il y a autour, donc autour des pratiques agriculturales. Et puis évidemment cette question qui nous chatouille peut-être tous un peu, les relations, alors je ne sais pas comment il faut le dire, Afrique-France, France-Afrique, tu choisiras tes termes. Oui, je montre dans l'ouvrage comment on est passé, donc dans le cadre des syntagmes, hein, d'une France-Afrique imbriquée à une France-Afrique avec un tiret, puis un Afrique-France. Okay, c'est intéressant de voir comment on a basculé progressivement à partir de cela. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au fond, on n'a pas stabilisé le modèle, pour parler comme les économistes. Notre modèle France-Afrique, on ne l'a pas stabilisé. Ou alors, les termes de la stabilisation n'ont pas été suffisamment vulgarisés pour embarquer tout le monde dans ce bateau France-Afrique. C'est-à-dire qu'au départ, ce sont les leaders africains des indépendances, les leaders francophones, Houphouët-Boigny, Léopold Sédar Senghor, qui ont plaidé pour la France-Afrique. Parce que c'était des gens qui avaient été munis sous la 4e République, qui étaient vraiment dans la logique de l'assimilation, qui est quand même la doctrine de la colonisation française, c'est la doctrine de l'assimilation. Contrairement aux Anglais qui étaient dans la doctrine de responsabilité. Tout ce que je viens de raconter sur la monnaie, vous n'avez pas ça dans les colonies, ex-colonies britanniques, parce que quand les Britanniques ont concédé l'indépendance, ils ont dit aux pays anglophones, vous avez voulu l'indépendance, vous l'avez, débrouillez-vous. Donc, vous allez avoir le cedi ghanéen qui plonge cette dernière semaine, le naira nigérian, le dalasi gambien, etc. Okay, qui vont être dans des rapports avec la Banque d'Angleterre, mais pas du tout avec le Trésor britannique. Donc, on a dit, vous pouvez faire du partenariat avec nous, mais en gérant la cohérence. C'est-à-dire qu'une banque centrale discute avec une autre banque centrale. Okay. Ça n'a pas été le cas en France. Dans notre colonisation, le vis-à-vis des banques centrales de la zone franc, ce n'est pas la Banque de France, c'est le Trésor français, c'est-à-dire Bercy, le ministère des Finances, c'est-à-dire l'exécutif français. C'est pour tout ça que le politique n'est jamais loin dans la relation économique France-africaine. Il aurait fallu gérer le parallélisme des formes, comme les Britanniques l'ont fait. Si un pays africain estime qu'il doit avoir du partenariat monétaire avec la France, qu'il s'adresse à la Banque de France. Il faut sortir Bercy de ça. Parce que tant qu'il y a Bercy, il y a le ministre des Finances, donc il y a l'Élysée pas loin. Vous voyez? Et du coup, on n'arrive pas à avoir une vision dépassionnée du fait monétaire. Ça ne veut pas dire que les autres monnaies se comportent mieux que le CFA. Ça veut dire que dans l'architecture du CFA, le politique est au cœur. Et c'est problématique à un moment où la jeunesse africaine est fortement éprise d'émancipation. Donc, il y a un risque de jeter le bébé avec l'eau du bain, du fait de l'architecture. Et c'est pour ça qu'on a un certain nombre à dire, attention, faites gaffe, il se passe quelque chose en Afrique qui va faire que le commun franco-africain, même dans ce qu'il a de plus intéressant, pourrait faire les frais d'une forme d'impatience de la jeunesse africaine. Okay. Et du coup, je montre au fond l'ambiguïté française, qui a toujours été de ne pas choisir clairement entre la doctrine de la stabilité et la volonté de faire prévaloir ce qui fait la grandeur historique de la France, c'est-à-dire la promotion des libertés, de la démocratie. Et du coup, on a toujours navigué entre les deux. On a soutenu les dictatures, même si ces dictatures n'engendraient pas le bien-être des populations. On a accompagné le sacre de Bokassa, qui était empereur d'une république centrafricaine.
Giscard avait envoyé une délégation française lors du sacre de Bokassa. Avec le recul, ça fait rire, mais c'est ça la France-Afrique. C'est qu'on a accompagné des dictateurs africains dans ce qu'ils avaient de plus fou. Et on a accepté ça. Ce qui fait que vous avez aujourd'hui 3 types d'intellectuels africains. Il y a ceux qui se sont barrés, simplement. L'Afrique a produit énormément de gens, mais qui se sont tous barrés, enfin, parce qu'ils ne peuvent pas vivre dans les régimes qui sont les nôtres. Il y a ceux qui, pour leur survie, ont rallié les dictateurs. Et il y a ceux qui sont morts dans les geôles des dictateurs. Voilà, comme Diallo Telli en Guinée-Conakry, ancien secrétaire général de l'OUA, qui est mort dans les geôles de Sékou Touré. Okay. Donc, c'est ça la question. C'est qu'est-ce que Paris veut faire aujourd'hui avec les États africains? Qu'est-ce que Paris veut valoriser? Est-ce que c'est la démocratie, le respect des droits humains, la transparence, la bonne gouvernance, ou est-ce que c'est le soutien aux dictateurs? Et si c'est le soutien aux dictateurs, on ne peut pas être étonné de voir des jeunes burkinabés essayer de brûler l'ambassade de France. OK? Et après, il y a quelques drapeaux russes. On va dire, oui, mais en fait, c'est les Russes qui sont derrière. Mais non, on n'a pas besoin des Russes pour être contre la France. Quand vous êtes jeune aujourd'hui, sans emploi, sans aucune perspective, et que vous voyez vos dirigeants qui sont multimilliardaires, qui ne font rien pour la population, et auxquels on déroule le tapis rouge à l'Élysée, vous n'avez pas besoin de la Russie pour être contre la France. C'est pour ça que je dis que c'est infantilisant pour les Africains que de penser que ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est une simple substitution d'allégeance. C'est beaucoup plus que ça. Et donc, on a tous ensemble le devoir de créer de nouveaux communs. Voilà. Tu mentionnes effectivement le terme de vieux communs, mais qu'est-ce qu'autour de ces vieux communs qui sont asymétriques? Les vieux communs, c'est la France-Afrique. C'est l'armée française qui débarque à Kolwezi pour sauver le dictateur Mobutu. C'est la France qui accompagne toutes les dictatures. C'est ça, les vieux communs. C'est les grands groupes, Bolloré, Bouygues et autres, qui font du bénéfice en Afrique et qui, grâce au franc CFA, rapatrient les bénéfices sans réinvestir sur place. Ce qui fait qu'on doit chaque année refaire le cycle productif. C'est ça, les vieux communs. Et donc, ce n'est pas autour de cela qu'on va pouvoir construire quoi que ce soit de neuf. Ah non, ah non. Il faut, est-ce que, à l'actif du président Macron, même si je trouve que c'est très timide, il y a cette idée issue du rapport Restart Africa de l'Institut Montaigne d'aller plus vers la microéconomie que de rester dans la macroéconomie. Donc, vous allez voir que le président Macron va beaucoup insister sur le numérique, sur l'entrepreneuriat des jeunes Africains et des jeunes des diasporas. Ce n'est pas un hasard, c'est une tentative de dépassement des vieux communs qui sont plutôt macroéconomiques. Mais la question, c'est de savoir jusqu'où on peut aller avec les mêmes structures macro. C'est ça l'enjeu. Est-ce qu'on peut faire une microéconomie susceptible d'apporter l'épanouissement à cette jeunesse africaine en gardant les cadres issus de la colonisation et qui sont ce qu'on appelle aujourd'hui les irritants, okay, dont la monnaie, mais pas seulement. Okay. Barkhane, lorsque François Hollande décide en 2012 d'intervenir au Mali, c'est de toute bonne foi, en toute bonne foi. Mais qu'est-ce que Barkhane a fait pendant les 10 dernières années? Je veux dire, combien de fois on a expliqué à la population française et aux populations africaines les enjeux de Barkhane, les difficultés de Barkhane, les modes de suivi et évaluation de cette expédition et de cette opération. Parce qu'au départ, c'était l'opération Serval qui est devenue Barkhane. Après, on a créé le G5 Sahel. Et en Centrafrique, on avait l'opération Sangaris, qui est devenue l'opération Sangaris.
est-ce qu'elle existe encore alors que les Russes sont là-bas? Barkhane, qu'est-ce qu'on envisage demain pour Barkhane? Je veux dire, aujourd'hui, on nous présente la chose de la manière la plus lapidaire qui soit. On dit, les Maliens ne veulent plus de Barkhane. Eh bien, les Nigériens disent, nous, on veut, donc Barkhane va au Niger. Bon, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Dans le contexte sécuritaire du Sahel, on devrait pouvoir nous dire quelles sont les ambitions de Barkhane, avec quelle logistique, à quelle part de temps, et comment les armées africaines sont formées pour que ce ne soit pas seulement Barkhane avec le contingent français qui aille au front. Vous voyez, et nous, on voit bien ce que ça induit. Et je m'arrêterai là. On voit bien ce que ça induit comme difficulté ensuite. Parce que qui meurt au Mali, en dehors des Maliens et des Français? C'est les Tchadiens. C'est les Tchadiens. Et donc, on n'est pas surpris, au fond, que les responsables français, au moment de la mort du maréchal Idriss Déby, se soient précipités à N'Djamena pour adouber le nouveau patron du Tchad. C'est parce que le Tchad rend des services incroyables sur le plan militaire dans toute cette zone. Et donc, autant on condamne la junte malienne, autant personne ne dit rien à propos de la junte tchadienne. Et pourtant, c'est les mêmes officiels français. Donc, comment vous voulez que les jeunes Africains comprennent? On dit oui, mais le Mali, c'est l'enfant de 2 coups d'État. Elle est illégitime, la junte malienne. Chiche. Le Burkina, c'est 2 coups d'État aussi. Est-ce qu'on va condamner le Burkina? On attend. Pour l'instant, on n'a pas condamné le Burkina. Le Tchad, on n'est pas condamné. Donc, on a un problème de ligne. Okay. Et ça, c'est ensemble qu'on doit définir la ligne. Ce n'est pas la responsabilité exclusive des Français. C'est une responsabilité partagée, eu égard à notre histoire partagée. C'est ça, c'est pour ça que j'utilise l'analogie ou la métaphore des communs. Donc, le passage de vieux communs à de nouveaux communs, en fait. Merci beaucoup, Kako.